Buonasera a tutti, ringraziarvi dei segui, ringraziare di noi Leo Battesti qui est stato d'accordo per fare questa conferenza. Cette conférence, vous le savez, intervient dans le cadre du cycle de conférences relatifs aux 40 ans du statut particulier, du premier statut particulier et concomitamment, évidemment, de l'installation de la première Assemblée de Corse. Je suis vraiment ravie que Leo Battesti ait accepté d'y participer. Je ne vais pas le présenter, tout le monde connaît Leo Battesti, et si on retourne quelques années en arrière, cela ne nous rajeunit pas bien sûr, mais à l'époque, Léo n'était pas pour le statut. Et donc il va nous expliquer pourquoi, et ça c'est particulièrement intéressant. Je trouve que précisément au moment où nous allons discuter, je l'espère prochainement, d'un nouveau cycle institutionnel pour la Corse, d'un nouveau chapitre institutionnel, cela démontre que les positionnements politiques à un moment donné du temps sont appelés à évoluer, et cela dénote pour moi des signes d'optimisme. J'espère qu'on n'attendra pas encore 40 ans. Per convincere a certi. Mais ce sont des processus, la morale de cette histoire est que ce sont des processus quand même qui sont longs, ça prend du temps, mais c'est aussi important que des personnes comme Leo Battesti puissent témoigner. Voilà, je remercie à nouveau, et puis moi je rejoindrai le public dans un instant, je remercie bien sûr le doyen Copolani, donc de l'Università di Corsica, et André Fadi d'avoir accepté non seulement l'organisation générale et surtout la responsabilité scientifique de l'ensemble de ces séminaires qui donneront lieu, vous le savez, d'abord à une captation qui ensuite pourra être diffusée, mais également à un ouvrage. Je connais aussi leurs emplois du temps et je suis ravie que systématiquement ils puissent être présents avec nous. La conférence a aussi pour vocation, le cycle de conférences a aussi pour vocation à migrer. Aujourd'hui nous sommes juste descendus d'un étage, mais nous trouvions que plutôt que d'être à la clim à l'intérieur, c'était bien plus agréable d'être dans les jardins, et je remercie le service de communication et mon cabinet de nous avoir fait cette suggestion. C'est une très bonne idée. Donc a ringraziarvi a tutti dei segui, et lascio a Barreau la forza André Fadi et au doyen Copolani s'ils veulent intervenir. Donc juste deux mots pour ne pas être la potiche intégrale de cette tribune. Je connais donc Leo Battesti depuis plus de 40 ans, puisqu'on parle de 40 ans, là c'est plus de 40 ans. À l'époque, il était étudiant à l'université de Nice où j'enseignais. C'est un étudiant qu'on n'oublie pas, hein. J'ai eu des milliers d'étudiants dans les 3 universités où j'ai enseigné. Bon, il y en a que j'ai totalement oublié quand je les rencontre. Ils me disent « Vous avez été mon enseignant, je suis bien embêté parce que je ne les reconnais pas. » Mais lui, bon, il est certain qu'il fait partie des vedettes. Et pourtant, il était très peu assidu, même pas du tout, hein. Il était surtout actif, je me souviens, dans des réunions les réunions de la CSC, enfin, entre autres choses, hein, les réunions de la CSC qui se faisaient sous les portraits de Paoli, de Sampiero et puis de Sambourouche. Pour Sambourouche, d'ailleurs, souvent, je disais à Martini, dont on parlait tout à l'heure, pourquoi le mettez-vous dans le panthéon nationaliste corse? On ne voit pas trop ce qu'il y fait. Et par la suite, vous le savez, il s'est intéressé à des différents aspects des institutions en tant qu'écrivain, avec le Royaume anglo-corse, on en parlait tout à l'heure. Là, il va faire quelque chose de plus sérieux en nous donnant son point de vue sur des institutions beaucoup plus récentes que le Royaume anglo-corse. Mais bon, le Royaume anglo-corse, c'est quand même une expérience qui mérite d'être creusée. L'histoire des institutions, c'est comme le droit comparé. Ce sont des expériences qui permettent de réfléchir
réfléchir sur le temps présent, pas pour les copier, mais pour se servir donc disons de l'expérience acquise lors de ces événements. Voilà, je n'en dirai pas plus et de toute façon, je vais rejoindre le public comme Nanette tout à l'heure. Bien, bonsoir à toutes et tous. Moi aussi, je vais partager avec vous mon bonheur de me trouver à cette tribune avec un témoin qu'on peut qualifier d'exceptionnel par son parcours, qu'on peut qualifier d'exceptionnel. Dans la première conférence de ce cycle, on avait eu droit à un témoignage tout aussi exceptionnel consacré à l'ingénierie de ce premier statut. Mais il est rare que dans les processus de réforme de ce type, un vrai changement de paradigme. Je veux dire, depuis 200 ans, enfin oui, depuis environ 200 ans, la Corse vivait dans un processus d'intégration progressive à la France. Elle n'est pas encore 200 ans, mais presque 2 siècles d'intégration. Et ce statut de 1982, malgré toutes ces limites qui ont été dénoncées par la famille politique de Léo Battesti à l'époque, ce statut de 1982, il marque bien une inversion de paradigme, il marque bien le changement, il marque bien le passage vers une logique de la différenciation, tout en restant dans le cadre constitutionnel dont on discute aujourd'hui les limites, mais une logique de la différenciation de plus en plus grande dans le cadre constitutionnel de l'époque. Sa présence aussi, je crois qu'elle dit beaucoup de l'évolution du mouvement dont il a longtemps fait partie, le mouvement nationaliste, et plus particulièrement celui qui soutenait la violence armée et l'indépendance. Il dit beaucoup, puisque 33 ans après cette opposition totale au statut, je veux dire, qui s'est manifestée par une large campagne d'affichage, une dénonciation, une campagne d'attentats d'une intensité jamais connue. Je veux dire, c'est à l'époque où il y a le plus d'attentats en Corse, le début des années 1980. Cette opposition, 33 ans après, elle se transforme en accession d'un président indépendantiste à la tête de l'Assemblée de Corse. Comme quoi, sa famille politique est passée de l'opposition à une posture beaucoup plus positive, a commencé à apprivoiser les institutions, à s'en emparer, avec ce que ça peut avoir de bon et de moins bon, à s'en emparer, à découvrir ses codes et à imposer progressivement sa parole et à la faire partager par un nombre de Corses de plus en plus important. Et ça aussi, par rapport à cette évolution-là, je pense que sa présence, elle est tout à fait indispensable dans ce cycle de conférences. Donc je lui donne la parole. Merci, merci. Et puis je suis très touché par... oui, je vais mettre au milieu. Donc, je suis très touché par, bien sûr, cet accueil. Merci, Nanette, de ton invitation. Je veux d'abord dire que saluer ce type d'initiative, parce que je pense qu'il y a très peu d'occasions en Corse de parler de certains types de problèmes. Et je pense aussi que l'histoire contemporaine, en particulier du mouvement corse, finalement, j'ai pu constater qu'elle n'était pas tellement connue, à part par ceux qui ont, je dirais, sur ma génération, voire d'une génération un peu plus jeune, mais très peu, j'ai l'occasion de le voir, parce que souvent je suis obligé de situer les gens dans le temps. Donc c'est très intéressant de faire ce acte. Alors, je tiens d'abord d'emblée à dire ce que je veux faire aujourd'hui avec vous. Je pense que, et le mot en Corse est assez intéressant à utiliser, je veux être un témoin. Je veux être un témoin parce que c'est à partir de ce témoignage, ayant vécu sous différents aspects toutes ces périodes, que je peux donner, avec bien sûr mes propres sentiments, ma propre peut-être vérité, si tant est que la vérité existe, mais ma propre approche en tout cas, comment on a perçu, et j'essaierai de l'étayer par certains faits, comment on a aperçu toutes ces évolutions dans la contestation insulaire qui avait déjà débuté avant 82, évidemment. 82 était déjà une avancée dans cette contestation. Et comment je me rends compte aujourd'hui que finalement, nous avons les mêmes problématiques que jadis. À l'orée, je l'espère, parce que je suis favorable à des évolutions institutionnelles. Je tiens à le dire, parce que lorsque j'ai eu quelques interventions médiatiques récemment, il y a eu un aperçu un peu... On a mis en avant une phrase que j'ai prononcée à juste titre, que nous n'étions pas capables de nous autoréguler. Je le maintiens, mais je parlais des prérogatives régaliennes, et je le maintiens. Par contre, dans d'autres domaines, je suis favorable à ce qu'il y ait des évolutions significatives. Mais, et je le dis, je considère que si le travail de terrain
Et si les véritables enjeux ne sont pas cernés, si en d'autres termes, on laisse la situation en Corse dériver vers la maîtrise de la mafia sur l'économie en Corse, il y aura un grave danger d'avoir des institutions encore plus sophistiquées. Donc se battre, moi je pense, pour l'autonomie, c'est se battre précisément pour qu'elle ait des vertus, qu'elle soit vertueuse, et que ce ne soit pas une bande de voyous, qu'elle soit du nord, du sud ou du centre, qui s'empare à travers toutes les formes de porosité, du contrôle de tous ces gens-là, pour aller dans la direction qu'ils voudront, d'autant plus qu'il y aura des moyens nouveaux pour arriver à leur fin, et leur fin, on la connaît, c'est faire de plus en plus de profit. Voilà un peu c'est ce que je vais essayer de faire comprendre à travers précisément ce qu'a toujours été l'évolution institutionnelle en Corse, comme toutes les évolutions dans le monde. Ici, il y a des gens beaucoup plus calés que moi au niveau du droit. Vous faisiez allusion, à mon passage à Nice. C'est vrai que nous étions cette génération, on faisait du droit. J'ai fini d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, j'ai eu ma maîtrise finalement dans une université où je n'ai jamais mis les pieds d'ailleurs, puisque je sais à peu près où elle est, parce que c'est la Sorbonne. Et puisque, d'ailleurs, lorsque j'ai passé mes examens, mes oraux, il y a un gros pont, je ne me rappelle plus le nom, de la Sorbonne, endroit, je pense quand même que c'était des pointures, qui venait de passer derrière plein de miradors, ouvrir plein de portes, etc. Il s'assied devant moi, il me dit, vous savez, monsieur Battesti, ça fait 25 ans que je fais passer des examens, c'est la première fois où c'est moi qui ai le trac. Alors c'est sûr que j'ai été un peu avantagé par rapport à ça, mais j'avais eu donc cette maîtrise-là, j'étais très fier parce que j'avais bien travaillé et que j'aimais le droit. Et je le dis sincèrement, je regrette finalement peut-être de ne pas avoir pu continuer, mais il y avait tellement de priorités, et la priorité à ce moment-là, c'était précisément, et je vais commencer par 82, notre prise de position, elle naissait de ce que nous étions. Nous étions des rebelles purs et durs. Pour vous donner l'impression de ce qu'était le mouvement dur nationaliste à l'époque, il y avait l'ARC, où nous étions également en 75, à l'ER, etc. Et ensuite, il y a eu la création du FLNC, il y a eu la CGNC, qui est le mouvement des jeunes qui s'était créé dans la foulée, puis ensuite des tas de mouvements, et puis on est arrivé à la CSC, j'avais été secrétaire général de la CSC. Donc nous étions sur des positions dures contre le système, et nous reprochions d'ailleurs à l'ARC de trop pactiser et d'être trop réformiste dans ses demandes, même si nous avions une grande estime, une grande fraternité avec ses membres, puisque nous travaillions ensemble. Et là, en 82, ce mouvement qui venait de naître de la sortie de prison de pas mal d'entre nous, mais aussi sur le terrain de beaucoup de clandestins, de gens qui étaient au maquis, comme Piero Poggiol en particulier, et qui venaient de naître là, ce mouvement prenait forme, et un vieux débat qui avait déjà tiraillé le mouvement nationaliste, y compris FLNC, dès le départ, en 76, où nous ne sommes pas rentrés tout de suite au FLNC en 76, nous considérions qu'il était trop à tendance maoïste à l'époque, et qu'il fallait avoir une vue plus pragmatique du combat en Corse. Nous ne pensions pas qu'il pouvait avoir un grand soir de la Révolution, que les paysans allaient se libérer en prenant les fusils contre le méchant État colonialiste français. Nous pensions qu'il fallait créer une stratégie. Et c'est cette stratégie qui a, dès la première apparition publique du FLNC en 81, je n'y étais pas d'ailleurs puisque j'étais toujours en prison, c'était en juin 81, j'ai relu le texte parce que je me rappelle qu'à ce moment-là, le FLNC, et je tiens à le dire, c'est pour ça que je voudrais en passage dire à André que ce n'est pas ma famille politique qui a été à la prison de l'Assemblée ici, je n'ai jamais appartenu à cette famille politique, non, je la respecte, mais je n'ai jamais été indépendantiste de ma vie. Et le mot indépendance ou le mot autonomie n'ont jamais été mis en avant par le FLNC, par les organisations vitrines légales du FLNC, de 81 à 92. Jamais. Je mets au défi quelqu'un de trouver une communication, une analyse du FLNC qui prône l'indépendance. Ce que nous prenions, et c'est important de s'y attarder une seconde, nous prenions une stratégie d'autodétermination qui consistait à occuper tous les terrains de lutte pour converger vers la libération nationale. Et ces terrains de lutte étaient de trois types. Les deux premiers,
étaient assumés dès 81. Les premiers, c'était la lutte armée, qui, à mon avis, je l'ai écrit dans mon livre La vie par-dessus tout, était contradictoire avec le combat d'ensemble, puisqu'il a étouffé un peu les créativités et il ne nous a pas permis véritablement de créer, et je le dirai tout à l'heure, un peuple de citoyens, mais plutôt de nouveaux assistés qui attendaient que les hommes en cagoule les libèrent. Ça, c'est ma conception, et beaucoup de gens me disent « Oui, mais heureusement qu'il y a eu des attentats, heureusement... » Oui, regardons si de 81 à, je sais pas moi, jusqu'à quand a vécu le FLNC il y a quelques années, c'est de là que ce n'est pas les dernières années que sont nés tous les projets mafieux, tous les projets spéculatifs qui étaient en Corse et qui étaient déjà bien là. Et je pense que pendant cette période-là, si nous étions armés avec des juristes, avec des militants de terrain pour contrer tous ces projets, nous aurions eu d'autres résultats. Ça, c'est ma conception, mais je tenais à la dire d'emblée pour me dissocier d'une vue indépendantiste du problème dès le départ. Il y avait donc la volonté des contre-pouvoirs. Et la stratégie des contre-pouvoirs avait donc ce premier pilier qui était le pilier lutte armée, et le second qui était la lutte de masse. La lutte de masse, c'était d'abord la création d'un mouvement politique. C'est la première fois qu'un mouvement politique assumait participer de cette... il y avait un peu la Comunità di Salvezza da Nazione dans les années 77, 78, mais ça n'a pas duré longtemps puisqu'il y a eu la grosse répression de 78 et ça n'a plus fonctionné. Par contre, là, il y a la création de la CCN, Consulta dei Comitati Nazionali. Ça, c'est un mouvement qui est devenu très important. C'est peut-être le mouvement politique qui a été le plus actif dans l'histoire de Corse. Pour vous donner un ordre d'idée, tous les samedis, nous nous réunissions, la direction de ce mouvement, en provenance de toute l'île. Je vous donne quelques noms, malheureusement certains nous ont quittés, comme malheureusement le dernier en date, Yvan Colonne, Yves Sté, Ladou Mégalé, mais aussi François Sargentini, Piero Puggioli, moi-même, Jossiste, également, beaucoup de gens qui ont disparu. Nous nous réunissions tout le temps pour essayer de parler, et ce n'était pas la junte, ce n'était pas la junte du FLNC, même si beaucoup des membres de cet exécutif en faisaient partie, mais c'était la volonté d'être sur le terrain public, de s'organiser. Et ça a été une grande nouveauté. Pourquoi ça a été une grande nouveauté? Parce que c'est à partir de ce mouvement public que ont été perçues toutes les évolutions du mouvement nationaliste à l'époque. D'abord, le rejet des attentats individuels est venu des réflexions internes au mouvement politique public et a été ensuite avalisé par le FLNC. Pourquoi? Parce que nous avons développé la conception de la communauté de destin qui a progressé dans les esprits et qui considérait à dire que l'individu en lui-même devait se fondre dans la société corse, nous devrons créer les conditions de fabriquer des Corses, comme disait Edmond Simeoni, et non pas de dire livrancesi vur, alors que nous faisions dans les années 73 des meetings avec IFF derrière. Moi, j'ai fait mais nous expliquons, ce n'est pas les Français, c'est le colonialisme, mais bon. En même temps, comme il y avait des gens qui se prenaient jusqu'à 10 attentats individuels dans l'année, quelque part, je parle pour une personne, je me rappelle d'un en tout cas, c'était quelque chose qui devenait monstrueux dans la société corse et intenable. Nous ne pouvions plus tenir parce que quand on se retrouve un jour, je crois que c'était du côté de Ghisonaccia, la première contre-manifestation que nous avons faite, nous, contre des gens qui critiquaient parce qu'on faisait des attentats contre des professeurs, eh bien, je dois le dire, le jour, on n'était pas très à l'aise. Et on a vite compris que nous ne pouvions pas rester dans ce rythme et que cela engendrait des racismes individuels, des formes de racisme. Et donc, le mouvement politique public a permis d'avancer sur ce stade-là, y compris sur la communauté de destin. Nous avons eu un séminaire, c'était sous la forme ensuite du MCA, puisque le CCN est dissous, le MCA, qui s'est prononcé contre le vote des Corses de la diaspora, des Corses qui vivent ailleurs, en disant, voilà, vote en Corse ceux qui y travaillent, qui y vivent et non pas. Et ça a été un vote à 80%, qui est bien loin des conceptions identitaires qu'il y a aujourd'hui, de plus en plus, qui considèrent qu'il y a un peuple presque pur, le peuple corse, que d'autre côté, puis il y a les autres. Non. Nous étions dire que la Corse, elle devait se construire, que pour fabriquer des Corses, il fallait créer les conditions, en particulier au niveau culturel, au niveau linguistique, de l'assimilation à la démarche corse, faire des Corses à travers vraiment du volontariat, non seulement du volontariat, mais bien sûr arriver à ce que cela puisse se faire au niveau de l'éducation,
Mais nous n'excluons pas les gens par rapport à leur origine. Ce qui explique d'ailleurs qu'énormément de gens qui n'étaient pas d'origine corse soutenaient également ce combat. Et pas uniquement, comme certains le pensent, parce qu'ils avaient peur et voulaient se bien mort. Non, c'était un choix comme le font beaucoup aujourd'hui. Et voilà, puis moi je m'excuse. Hein. Vous savez, j'étais président d'une association qui a vu passer 50 000 jeunes Corses. Je n'ai jamais entendu de jeunes en Corse parler corse entre eux en 23 ans de présidence. Donc le problème culturel, il ne concerne pas que les gens d'origine, il concerne les Corses là, ils sont au même niveau culturel, même s'ils chantent à un moment donné, on sait très bien qu'après ils parlent en français, parce qu'ils ne sont pas capables de maîtriser. Donc le problème, il est chez nous, il est de savoir qu'est-ce que nous avons loupé en ce domaine-là pour que ces gens maîtrisent la langue corse, et nous avons nos responsabilités. Donc ça, on voit que c'était la lutte de masse qui a abouti d'ailleurs à quelque chose d'assez important, c'est la création du STC. Le STC a été créé par cette stratégie, ce qui a posé des problèmes à sa naissance, puisque pendant un certain temps, il y a deux conceptions qui se sont affrontées lors du premier congrès du STC d'ailleurs, ou le second. Il a été créé, je crois, le 1er mai 84, où il y a eu une tendance qui voulait que la lutte de libération nationale, la direction politique contrôle le STC, et d'autres qui disaient non, le STC doit voler de ses propres ailes. Et ça a été tranché en faveur de cette évolution. Il y avait aussi, au sein de ce mouvement politique public, qu'ont été remis en cause de manière plus ou moins insidieuse, mais de plus en plus constante, la direction politique du FLNC. Pendant très longtemps, chaque assemblée générale du mouvement politique, il y avait comme un peu comme on récite des prières à la messe, il y avait une motion sempiternelle, le mouvement politique CCL reconnaît la direction politique du FLNC. Nous avons mis un terme à cela. Et ça a été une rupture importante qui a amené à se prendre en charge. Et ce mouvement a participé du fait de poser le problème politique du FLNC, qui devenait une structure qui apparaissait de moins en moins adaptée à ce que nous voulons faire, à savoir l'organisation du peuple, que les gens se prennent en charge, se responsabilisent dans tous les terrains, qu'il y ait des combats culturels, qu'il y ait des combats associatifs qui soient menés, et que tous ensemble, on essaie d'inverser les rapports de force et on amène de plus en plus de gens sur ce sentier. Et ça a été une semi-réussite, puisqu'incontestablement, ce mouvement qui était secondaire par rapport au mouvement autonomiste est passé devant au niveau des élections après quelques années. Et mieux même, il y a eu une jonction naturelle entre ce mouvement qui se réformait, je ne dis pas qu'il se pacifiait, mais qu'il voulait aller vers une voie que l'on a connue ensuite, c'est-à-dire de remise en cause de la clandestinité, pour beaucoup d'entre eux, même s'ils ne l'assumaient pas, c'était cela. Et puis, au sein du mouvement UPC, des gens qui étaient pour l'union, parce que précisément, ils savaient que c'était ensemble qu'on pouvait construire ce pays. Donc, cette évolution, elle n'est pas venue par hasard, elle est venue parce qu'il y avait, sur le fond, des consciences. Pourquoi je le dis cela aujourd'hui sur ce débat sur les institutions? C'est que si vous analysez toutes les institutions, 82, la réforme ensuite Jox, le Jox en 84, c'est 84, 91, autant avant, qu'est-ce qu'il y a eu en 86? Voilà, bi-département. Voilà, c'est les trucs, il y a 82 et 91, les deux grandes réformes. Mais il y a aussi, je dirais, c'est pour ça, dans mon cheminement, je vois une différence au niveau de la stratégie, parce qu'en 82, on dit à drape. C'est-à-dire, on ne veut même pas entendre parler de ces élections. Voilà, ça c'était un peu l'hymne national du moment. La deuxième élection, c'est de dire on utilise le terrain de lutte institutionnel. Et ça, c'est la première fois. Alors, une petite anecdote, je devais être tête de liste, mais il y a eu l'affaire de la prison d'Ajaccio. La prison d'Ajaccio, il y a eu, vous savez, quand le FLNC a vengé Guy Orson et qu'ils avaient abattu 2 ou 3 bandits voyous qui étaient dans la prison. Conférence de presse le lendemain de la Concours, d'ailleurs, je crois qu'on a été dissous ensuite, je crois, ou je crois que c'est la Concours. MCA, ouais. On était dissous, mais on était dissous quand même. Ensuite, on a été dissous 2 fois. Conférence de presse du MCA,
Et je suis aux côtés, bien sûr. Je crois que Pierrot est avec nous à l'époque, oui. Il y avait, oui, 86, 84, oui, il était. Sur Gerson, oui. Mais, voilà, mais il y avait Alain Orson, il y avait donc... Et un journaliste du RCFM qui me dit « Léo Bette, est-ce que vous pensez de cette action ?» Moi, j'ai dit « Il faut du courage parce que j'ai dit cette parole, on m'arrête, on m'envoie au Baumette pendant 1 mois et demi pour apologie de crime, ce qu'ils n'avaient même pas osé faire contre les néo-nazis à l'époque. Et ça a remis tout en cause, donc je n'étais plus tête de liste. Et c'est Piero Pujol qui, là, précisément, a pris ses responsabilités à juste titre, hein, parce qu'il fallait quand même quelqu'un qui incarnait le combat, et il a pris la tête de ces élections, il a été élu avec Yves Sté et les Domégalé. Voilà, ça c'est la première. Et ensuite, en 91, là, nous intervenons dans un contexte. C'est pour ça que on se rend compte, c'est le projet JOX. Alors là, je vous fais court, en 91, lorsque nous sommes reçus par JOX à Paris, les élus donc, de l'époque, parce que moi j'ai été élu en 86, en 84 il y avait une élection, et puis en 86 il y a eu l'élection départementale. On a mené un mouvement commun avec Maxime Meoni, l'UPC et le MCA, et j'étais donc élu avec Max, ainsi qu'il y avait François Alsan. Nous étions 3 élus dans le Nord. Je profite de dire que je le dis souvent quand je vais voter, nous avons fait office de législateur, puisque c'est grâce à Max Simeone et à moi-même que vous paraphez donc les listes quand vous avez voté, parce que c'est à partir des élections de Bastia où il y avait une fraude massive au niveau des procurations. Vous savez qu'à Bastia, ils avaient 500 voix de fausses procurations, la mairie, qui venaient de la même rue à Nice. Et depuis des années, ils ont battu Nadal et grâce à ça. Hein. Ils avaient 500 voix. Et nous, avec Max Simeone, la veille du scrutin, nous sommes allés avec, à l'époque, il y avait magnétophone. Hein. On faisait croire qu'on avait des informations. On leur a bien fait croire qu'on avait des informations. On parlait entre nous, oh, on ne savait rien du tout. Ils ont tellement paniqué que le maire, Zuccari, lui, le père, hein, le soir, il a organisé avec toutes les personnes, avec Ross et compagnie du bureau électoral, Ross qui est venu en catastrophe nous le dire, parce qu'il avait peur ensuite, et il nous a raconté comment ça s'était passé. Ils avaient changé, ils avaient réécrit toutes les listes pour enlever les fausses procurations qu'ils pensaient que nous avions identifiées. C'est incroyable. Hein. Ils ont fait ça toute la nuit, ils ont mis 25 personnes. C'est dire la monstruosité qu'était la démocratie à ce moment-là, pour comprendre d'où nous venons. Parce que si on ne comprend pas ça, on peut dire qu'on n'a pas progressé en Corse. Non, on a progressé en Corse. Aujourd'hui, il y a encore des fraudes, et on a eu d'ailleurs lors des dernières élections territoriales, mais elles sont quand même marginales. Elles sont quand même marginales. Et donc, voilà, 80, donc cette époque-là, on commence à avoir des problèmes internes sérieux, puisque quand on voit Jox, l'avant-veille, je crois que nous avions eu des journées internationales à Corté qui étaient ubuesques. Hein. On avait voté pour savoir qui devait être à la tribune, et il y avait une volonté d'écarter Alain Orson, il y a pas mal un an, qu'une majorité avait décidé qu'il ne fallait pas l'écarter, mais c'était déjà la guerre. On savait qu'on était déjà dans une guerre interne considérable. Et quand on voyait Jox, il nous demandait, et c'était au courant moins autant que nous, hein, il nous demandait ce qu'on voulait comme réforme pour la Corse. On était incapable de le dire un mot, parce que nous n'étions plus en mesure ni de réfléchir, ni de proposer. Nous étions déjà en scission. C'est-à-dire que les trois élus qui étaient là, Doumé Bianc, etc., étaient du même côté, je dirais, mais on était dans le même mouvement avec tous les autres. Hein, voilà. Donc là, on n'a pas pu avancer, mais ça prouve que lorsqu'il y a des situations comme ça, il y a des évolutions institutionnelles qui peuvent être différentes. Et je crois que nous avons peut-être coupé le coche d'aller peut-être un peu plus loin, parce qu'ils étaient ouverts à pas mal de propositions, sans doute, mais nous étions incapables d'en formuler la moindre. Ça, je tenais à le dire, ça éclaire un peu les rapports de force autour des institutions. Et puis ensuite, moi, c'est des périodes ensuite où, 92, je rappelle, parce que beaucoup de gens pensent que j'ai participé à la guerre civile qu'il y a eu entre nationalistes. Je suis parti parce que je ne voulais pas y participer. J'ai parti en 92 et j'ai même déclaré, et j'ai les documents qui sont là, qui en témoignent, qu'on allait s'entretuer. Et je n'étais pas favorable à ça. Donc j'ai démissionné de l'Assemblée de Corse. Évidemment, j'ai quitté toutes les autres organisations et j'ai appelé à la dissolution du FLNC, considérant que la lutte armée
allait être catastrophique pour la Corse et qu'il fallait créer les conditions de la démocratie. Autrement, nous allons rentrer dans des moments très durs et il y aurait, parce qu'il y avait un travail de terrain considérable, en particulier de Charles Pasqua, qui a été le maître en la matière pour créer des problèmes entre les autres, pour diviser, pour régner. Et c'était incroyable. Cette période, je l'ai écrite dans mon livre, beaucoup l'ont lu, mais j'ai toujours de l'émotion lorsque j'en parle, parce que je crois que la plus grande émotion que j'ai quand je pense qu'un jour, j'étais dans un bar que nous avions à La Pergue. Je dis nous avions parce que le mouvement avait décidé d'avoir un bar à Bastia s'appelle La Pergue, là-bas il s'appelle le Saxe, je crois. Et au comptoir, il y avait Antoine, il y avait donc Albertini, hein, Pierre Albertini, et il y avait à côté un jeune de Lupine qui le regardait émerveillé, qui regardait l'idole, puisque Pierre était quelqu'un de mythique pour tous les nationalistes à l'époque, etc. 6 mois après, ils s'entretuent, les deux qui étaient dans ce bar. Et ça, c'est des choses, c'est des mémoires. Je me rappelle quand nous nous sommes retrouvés pour se lançant un défi autour d'une machine dans la société Scrite, une coopérative que nous avons créée pour faire le ribombo, pour empêcher que ceux qui allaient devenir les habituels, tente d'empêcher ceux qui allaient devenir les historiques de récupérer une machine, que nous étions face à face, tous armés, grosso modo 40 d'un côté, 50 de l'autre, prêts à en découdre. À mes côtés, à l'intérieur du local, qui étaient prêts à tirer, je vous le dis tout de suite, prêts à tirer, il y avait un frère, et en face, il y avait son frère. Il y avait en face, il y avait des gens dont j'étais le parrain des enfants, au moins. C'était monstrueux. Nous étions arrivés à des niveaux de monstruosité. Je ne veux pas me dédouaner, je n'ai pas été un faucon à ce moment-là non plus, mais je n'ai pas pu empêcher, malheureusement, que les choses continuent. Mais il y a eu beaucoup de gens responsables qui ont fait que ce n'est pas allé plus loin, pas seulement du côté de ceux qui étaient ensuite de vie. Mais quand l'on voit ça, on comprend tout. On comprend ce que c'est la vie politique, le combat, qu'il peut, dès le moment où il n'est pas sur des bases claires, dès le moment où il y a des opacités terribles, il devient quelque chose d'incroyable. Quand on voit qu'il y a eu, dans les quartiers de Lupine, ou dans le cadre des rapports de force, des distributions de dizaines de calibres sur des jeunes pour qu'ils rentrent dans les rangs des uns ou des autres. Voilà la réalité de la Corse. Qu'ensuite, on en fait certainement certains usages qui n'avaient déjà donc, sans aucune unité au niveau politique. Voilà. Je tiens à le dire parce que quand j'entends aujourd'hui que certains imaginent que l'on puisse renouveler certains scénarios, ils sont irresponsables au regard de notre histoire et au devoir de notre devenir. Et moi, tant que j'aurai un souffle de vie, je le dis sincèrement, je combattrai ces conceptions qui prétendent que l'on peut se battre contre un système par la violence et abattre un système par la violence. En utilisant la violence, on fait des dégâts considérables, pas seulement par rapport à ce qu'on considère ses ennemis, mais par rapport à soi-même, parce qu'on rentre dans des cycles de monstruosité. Et pourquoi je fais cette analyse aujourd'hui de cette manière, que j'ai déjà faite d'ailleurs, que j'ai déjà écrite, et puis j'ai jamais eu personne n'est venu me contredire sur les faits que je viens de raconter, et bien d'autres. Et je le dis tout de suite, je ne m'exonère pas. Moi, j'avais des responsabilités, et donc je me situe dans ces responsabilités. Je suis autant fautif que ceux qui en avaient, y compris par rapport à la vie humaine. Parce que c'est un éternel débat, ça. La vie humaine, jusqu'à où, comment on est responsable que quelqu'un est tué ou pas tué, c'est un sacré débat interne. Et je ne m'en remettrai jamais. Jamais. Et je crois que je ne suis pas le seul. J'ai souvent discuté avec des anciens compagnons de route. Ils n'ont jamais encaissé cela. Le choix de laisser faire. Je ne dis même pas d'appuyer sur de laisser faire ou de cautionner. Là, on rentre dans un monde qui est terrible. Ce monde-là, je ne le veux pas pour nos enfants. D'autant que c'est ce monde-là qui a créé les conditions pour avoir tous ces mythes, entretenir tous ces mythes, cette mythe de l'arme, etc., que nous retrouvons malheureusement aujourd'hui dans d'autres formulations. Donc j'ai brossé de manière un peu spécifique, avec émotion, parce que je suis ému quand je parle de cette période, la période jusqu'à 92. Et puis là, maintenant,
je vais dire que nous nous retrouvons aujourd'hui dans des perspectives différentes. Nous sortons d'un monde quand même, il y a 30 ans, 40 ans, totalement aliéné. Je rappelle toujours que personnellement, quand j'avais 17 ans, que j'avais découvert que Pascal Paul existait, et que alors que je n'étais pas le dernier de la classe. Hein. Je ne savais pas qui était Pascal Paul. Je n'avais jamais vu de drapeau corse. Et je me rappelle, j'avais été pris conscience quand on avait occupé le lycée Marbeuf en 70. Et je ne savais pas qui était Marbeuf. Quand on m'a dit, mais c'est un type, c'est un boucher qui a tué des bateaux. Je dis, c'est pas possible. Mais pourquoi ça s'appelle Marbeuf, notre lycée? Mais voilà où on était, la Corse de l'époque, c'était ça. L'aliénation totale. On savait même pas. Il n'y avait même pas un seul restaurant qui utilisait la cuisine corse en promotion par rapport. Il y avait peut-être des trucs familiaux. Il n'y avait pratiquement pas de production locale qui était. C'était l'aliénation totale. Et donc, ce monde-là, nous l'avons quitté grâce à un combat, avec toutes ces monstruosités, mais aussi tous ces bienfaits, il faut bien le dire. Hein, et aussi beaucoup de gens qui ont tenu bon sur des principes aussi démocratiques. Il faut les saluer, hein, parce qu'ils n'ont jamais dévié par rapport à ça. Et nous avons changé les choses. Aujourd'hui, nous sommes au pied du mur. Et je conclurai sur cette nouvelle phase, qui pour moi est cruciale. Je le ressens comme tel. Vous connaissez mon combat actuel. J'ai eu l'occasion de dire à un journaliste du RCFM l'autre jour, dans une émission de RCFM, que pour moi, c'est le plus grand combat de ma vie. Je le dis sincèrement, j'en ai mené. Pour moi, c'est le plus grand combat. En créant le collectif Anti-Mafia, j'ai pris avec pas mal de personnes également, hein, et soutenu par énormément de gens, mes responsabilités, parce que je pense, et j'assume, que c'est le problème numéro 1 de la Corse. Numéro 1. Et de ce problème dépendent tous les autres. On ne pourra pas construire une économie, on ne pourra pas construire des droits syndicaux, on ne pourra pas construire une démarche culturelle si on ne se débarrasse pas de la porosité politique qui n'est plus au stade d'hier où elle était secondaire, voire anecdotique, elle est aujourd'hui puissante. J'ai eu l'occasion de lire beaucoup de livres comme vous qui montrent, à travers des écoutes téléphoniques, de discussions entre voyous, de cette volonté acharnée qu'ils ont de contrôler les politiques, de contrôler la société, et aussi, il faut bien le dire, que des noms déjà circulent sur aussi des complicités, ou du moins du silence de certains politiques. Ça, c'est la Corse d'aujourd'hui, et ça transcende toutes les organisations politiques. Ce n'est pas propre à l'une ou à l'autre. Il y a des brebis galeuses, il y a des chevaux de Troie dans toutes les organisations politiques. Peut-être plus dans certaines que dans d'autres, mais c'est une réalité. Et je crois que les politiques en Corse, qui mènent un combat très difficile, souvent je le dis, Gilles m'a dit qu'il ne pouvait pas venir aujourd'hui, je lui aurais dit que je respecte énormément ce qu'il fait, parce que c'est peut-être un des plus difficiles combats qui soit à mener dans la société corse, parce qu'être lanceur d'alerte, ce n'est pas facile non plus. Hein. J'ai quand même eu mes noms qui ont été tagués par des gens du Petit Bar à Ajaccio avec la valise ou le cercueil, après quand j'avais attaqué Périlo. Hein. Mais je veux dire que c'est plus facile de parler que de faire. Or, Gilles, et quand je vois Gilles, je pense bien sûr aux autres, bien sûr à notre présidente de l'Assemblée, mais à tous les autres élus, quelle que soit leur tendance, il faut qu'ils construisent une Corse. Et là, il y a une condition sine qua non. Et il faut que ces discussions avec Paris, cela soit marqué. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus, parce que le pouvoir régalien appartient au gouvernement français, et c'est de ce pouvoir régalien que dépendent les contrôles, c'est aussi du pouvoir politique français que dépendent les lois, et il faudra bien que l'on attaque le système mafieux à la gorge. Aujourd'hui, quand vous voyez dans toute cette écoute, et je vous assure qu'il y a un livre qui va sortir, qui va être encore plus sensationnel que tous ceux qui ont été faits jusqu'à présent, il va sortir dans quelques jours. Quand vous voyez tout ce que prouvent ces enquêtes, on ne parle, il n'y a même plus personne qui dit est-ce qu'il y a une mafia en Corse aujourd'hui, puisque ça devient pathétique de prétendre qu'il n'y en a pas. Hein. Bon, ça, ceci dit en passant, mais je n'en veux pas aux personnes qui disaient ça avant, parce qu'elles espéraient encore, elles étaient un peu dans une forme d'ennemi en disant mais ouais, il y a toujours eu des voyous encore. Ça n'a rien à voir. Mais il y a toujours eu aussi des mafias en Corse. Et on peut en discuter
peut-être à travers quelques interventions et des questions. Il y a toujours eu, même avant, il y avait des gens qui court-circuitaient tout, qui étaient derrière des hommes politiques, et que donc aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où le système mafieux contrôle tout ce qui en Corse est BTP, et qu'il n'y a aucun appel d'offres dans le BTP qui ne soit pas vicié. Ce n'est pas l'appel d'offres qui est fait, la nature, la manière dont c'est fait, parce que là, c'est correct. C'est en amont que cela se passe. Qu'aujourd'hui, certains noms amènent certains entrepreneurs, parce qu'il y a des entrepreneurs honnêtes, à ne même plus essayer d'avoir des appels d'offres. Ça, c'est une chose. Le problème des déchets ne peut s'expliquer qu'à la lumière de l'affrontement qu'il y a entre bandes rivales sur le contrôle des déchets à travers l'exploitation, à travers les transports, etc. Et on voit qu'il y a eu quand même une vingtaine en 2 ans, 3 ans, une vingtaine d'attentats de règlement de compte à ce niveau-là. Voilà la réalité de l'accord. Quant au BTP, malheureusement, il ne se passe pas de semaines ou de mois sans qu'il y ait des débats collatéraux, des conséquences collatérales. Regardez ce qui s'est passé dans la région bastiaise l'autre jour. Vous savez qu'il y a 2 manières de savoir si c'est mafieux en Corse. C'est si un communiqué de collectif anti-mafia ou si c'est la GIRS qui s'empare d'un dossier. Là, la GIRS s'est mis dedans parce qu'ils savent très bien que c'est un domaine mafieux. Donc on est dans une situation grave. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais je suis aussi sûr de ce que je dis aujourd'hui, que je dis d'autres aussi, que je savais qu'à un moment donné, entre nationalistes, ça allait déraper entre nous. Parce que quand il y a des réalités de cet ordre-là, on est obligé de les affronter. Alors moi j'invite, et je le dis, ce n'est pas vouloir être donneur de leçons, au contraire, je le répète, nous avons tous nos responsabilités, mais certains n'ont plus écrasantes que d'autres. Il faut s'emparer du problème de la mafia de manière innovative. Je regrette que le débat sur la mafia à l'Assemblée n'ait jamais eu lieu, je le dis sincèrement. Je pense qu'il crée des problèmes sans doute, non pas au niveau de personnes que je vois ici, je le dis, mais peut-être d'autres. Moi, aujourd'hui, le moment est venu de clarifier les choses. Parce que si on va aller vers des formes plus sophistiquées de pouvoir institutionnel et que les gens derrière seront présents pour faire des pressions terribles, ce sera catastrophique pour l'avenir de la Corse parce qu'il y aura d'autres moyens. Et c'est sûr qu'il faut le faire. Et être autonomiste aujourd'hui, être pour l'autonomie, c'est exiger cette vertu, c'est exiger la démocratie, la transparence. Il ne peut pas y avoir d'évolution institutionnelle sans que le terrain soit déblayé. Et c'est ce que j'espère, dans les mois à venir, feront tous les acteurs politiques de la Corse. Et ils seront, en tout cas, je crois, soutenus par l'immense majorité des gens, parce que c'est ça encore qui est extraordinaire, c'est que l'immense majorité des gens, et nous sommes bien passés pour le savoir, soutiennent le combat contre la mafia et savent très bien que c'est le combat essentiel. Je vous remercie. S'il y a des questions, évidemment. Hein. Nous avons un micro. On peut faire passer. L'intervention de Léo Battesti a été riche, bien au-delà du simple scrutin de 1982 et des positions de l'organisation de l'époque. Il en avait la liberté, il l'a prise, c'est très bien. Est-ce qu'il y aurait des questions, des interventions, Valère, oui? Ouais, j'aurais pu te demander après, mais je te demande maintenant. Si une fois on a suivi le collectif et tout, à part faire un don, comment on peut faire? Comment on peut s'engager un peu plus dans le combat que tu mènes? Ça, c'est une question que moi je me pose. Non, mais je te remercie de la poser. C'est la question qu'on se pose. Tu sais qu'on a le collectif, on a des réunions tous les 15 jours sur Zoom, hein, de principaux fondateurs. On essaie de faire pour le mieux. On est très sollicité. On a énormément... Je vous donne, sans citer de nom, hein, rien que les 10 jours qui viennent de passer. Nous sommes sollicités par une secrétaire de mairie qui est menacée parce qu'elle veut dénoncer les méfaits d'un maire, etc. Elle est menacée, etc. Toute sa famille est menacée. Mais nous n'avons pas encore d'éléments et nous essayons. Nous sommes sollicités par des gens dont les enfants étaient assassinés pour savoir si, parce qu'ils étaient, des dealers, on peut défendre ou pas défendre. On est sollicité par des personnes qui dénoncent dans certaines régions des faits graves qui se sont
passé auprès de maires qui ont été menacés, voire même certains ont été roués de coups récemment. Et sans que nous puissions intervenir publiquement. Alors je le fais par allusion ici, mais je peux vous assurer que nous en avons la quasi-certitude. C'est toute la difficulté. C'est celui, je faisais un peu cette allusion en parlant d'emblée du témoin, c'est celui des témoins. Les moins témoins, c'est les maires. Ce sont les politiques qui sont bougés actuellement par des voyous. Vous avez beaucoup de gens qui aujourd'hui sont des prédateurs incroyables, très sophistiqués. On parle même qu'ils sont organisés en amont. Maintenant, c'est plus seulement en amont, au niveau des permis de construire, il paraîtrait qu'ils sont organisés pour les récupérer une fois qu'ils ont été attribués. Il y a des manœuvres aujourd'hui qui sont des manœuvres considérables d'enrichissement et de pression qui se font, et je passe sur des trucs moins importants comme le contrôle de certaines activités, le contrôle de certains commerces ou de certaines activités, y compris de nature. On est vraiment dans un monde où des gens qui ont la force physique et le cynisme, la méchanceté apparente, font peur, comme tous les mafieux de terre, et ils bénéficient d'un silence. C'est difficile. Vous savez, moi, je prends par exemple, on a beaucoup de gens. Par exemple, on a été sollicité, je ne donne pas de nom, par une personne dont le mari a été tué et qui n'avait rien à voir avec la mafia. Mais on n'a pas pu, parce qu'il y a eu une opposition à ce qu'on s'empare de la chose. Alors que nous pensons, et d'ailleurs, ça apparaît dans un prochain livre, que c'était mafieux. Mais voilà, parce qu'il y a aussi autour des conseils juridiques en disant mais non, il faut jouer le processus normal, etc. Parce que dès qu'on intervient, nous, on donne une dimension. Mais qui est la vraie dimension? C'est pas facile. C'est pour ça que nous essayons de parler, de faire la parole. Et moi, je prends note. Il y a beaucoup de gens qui nous sollicitent en VD. Eh bien, on va essayer d'organiser le maximum de gens comme ça. On va faire des réunions. On va faire des prises de position. Là, par exemple, on va participer au rassemblement qui a lieu dans la région de... Pour le Valink, dans le Valink, je suis un peu fatigué en ce moment. Pour le fleuve Sidama. Yehudaouinian, qui a lieu samedi prochain à 16h. Parce que là aussi, c'est sûr que si on intervient, ça veut dire quoi? Il y a des mafias derrière. On ne peut pas le prouver. Mais ce que l'on sait, c'est que ce sont des gens qui sont dans beaucoup d'affaires, qui ont beaucoup de commerce, et pas seulement en Corse, qui sont derrière tous ces capitaux. Et ce que l'on sait surtout, c'est que c'est pour expurger un peu toute l'amiante qui aujourd'hui bloque des tas de constructions, parce qu'il faut régler le problème de l'amiante dans beaucoup de projets, y compris spéculatifs, et que c'est là, dans le second fleuve de Corse, qu'on compte les mettre. Voilà un peu. Donc on est vraiment dans une atteinte incroyable. Je voudrais juste, j'en profite, il y a une chose que je n'ai pas dite, j'ai dit il faut que j'y pense, et puis voilà, je suis moi-même victime de ce défaut que nous avons. Nous passons quand même aussi, à travers la Corse, et en particulier les jeunes, je pense, et même si ça fait un discours un peu de vieux con, excusez-moi l'expression, mais je le suis un peu, à côté des problèmes essentiels. Où est la mobilisation contre l'extinction de la planète en Corse? Quelles sont les personnes qui prennent leurs responsabilités par rapport à une évidence? Et je me situe là-dessus, la preuve en est, j'ai oublié de le dire. Alors que c'est le problème numéro 1. Et que ça devrait mobiliser. Je pense qu'elle devrait mobiliser plus ça que donner l'impression que l'on peut mener aujourd'hui des combats qui, par la déstabilisation d'un pouvoir, vont aboutir à des choses. C'est du pipeau. Ça tombe plat tout de suite après. Et on a tous été légitimement scandalés par l'assassinat des Bancolone, ça alors c'est certain. Mais l'exploitation politique qui en a été faite est insupportable. Elle est insupportable parce qu'elle va même contre, je dirais, ce que des gens autour, ou même lui, représentaient. C'est-à-dire qu'Yvan Colonne, c'est quelqu'un, certes, qui a commis, ou aurait commis, peu importe la position qu'on a, mais qui avait toujours un discours d'essayer de construire des choses. Et là, on propose quoi? On propose d'écrire Francese di merda, on propose de jeter des trucs. Mais c'est incroyable, et qu'il n'y ait aucune réaction. Aucune réaction quand il y a des propos racistes comme ça contre les Français qui sont tenus. Mais ce n'est pas normal. Nous ne vivons pas dans une société normale. Il ne faut pas dire ça, parce que mais ça va encore plus aiguiser les choses. Mais pas du tout. Il faut le dire pour empêcher des jeunes de dériver vers ça.
Parce que s'ils dérivent vers ça, ils vont se retrouver tout seuls demain. Ils ne seront plus certains pour les soutenir. Quand ils vont partir dans Biverine, parce qu'on sur des thèmes anti-français, comme certains veulent les faire partir. Parce que le problème, le combat de la Corse, il n'est pas contre les Français. Hein. Il n'est pas contre les individus. Ou alors, on vote Le Pen, hein, à l'envers, hein, je veux dire. Hein. On vote des mouvements nationalistes français ou des mouvements nationalistes fondamentalistes, qu'il y en a en Corse, hein, qui ont des conceptions fondamentalistes, mais on ne vote pas pour des avancées significatives dans la société corse où on respecte l'autre, quelle que soit son origine, qu'il soit arabe, qu'il soit français, qu'il soit pied noir. C'est incroyable. Moi, c'est des choses qui n'existaient pas. N'existaient pas. Même quand nous mettions IFF, n'existait pas cela. Le français n'était pas considéré comme quelqu'un qu'il fallait discréditer. Au contraire, il fallait l'amener dans la construction de la Corse. Et je trouve anormal qu'il n'y ait pas de réaction par rapport aux attaques racistes qui aujourd'hui sont assumées par certains. Voilà. Je me permets de le dire. D'autres questions? Oui. Merci. Non, moi, c'était pas vraiment une question. Je voulais revenir un peu sur l'histoire que tu as brossée assez rapidement de la naissance du mouvement régionaliste, autonomiste, puis nationaliste. Et pour l'avoir vécu d'un autre côté, des organismes militants un peu différents, mais quelquefois proches aussi, je trouve que dans ton analyse, j'ai une question. Tu parlais tout à l'heure en disant que, en fait, petit à petit, il y avait un mouvement de masse qui s'était constitué, un mouvement politique de masse qui s'était constitué, un mouvement politique public. Et moi, de mon point de vue, avec d'autres, avec qui on avait écrit d'ailleurs avec Jean-Marie Arrigue et Victoire Canal en 1994, un article dans Contraste, précisément, le gros problème qu'on avait analysé, enfin qui nous paraissait essentiel, c'était que ce qui avait pris le pas, tu l'as dit d'ailleurs, au départ, le FLN devait être un outil de propagande armée. Il s'est transformé en outil militaire. Et au fond, la constitution d'un mouvement public, politique, qui donnerait un avènement à une forme de citoyenneté corse, n'a jamais eu lieu. Et que ce qui a présidé dans toutes ces années, c'est la division, les rapports de force particulièrement aiguisés dans le cas et qui ont conduit au malheureux moment fratricide dans les années 90, un mouvement viriliste et très militaire avec des rapports de force et des luttes de pouvoir qui ont conduit à ce qu'on connaît. C'est-à-dire qu'en réalité, là, politiser le peuple, on a bien vu, parce que tu as minimisé beaucoup les divisions, la communauté de destin, ça n'a pas eu un événement aussi facile. On se rappelle des deux Tunisiens qui ont été tués il y a, dans les années 86 au prétexte qu'ils étaient... qui faisaient des dealers, ce qui n'a jamais été prouvé. Enfin bref, la division a présidé pendant toutes ces années, sans avoir... Bien sûr qu'il y a eu des avancées, on ne peut pas les nier, et puis on est tous... Oui, non, c'est sûr. On a tous participé à ces avancées, mais toujours dans une difficulté d'un avènement, d'un intérêt général ou d'une citoyenneté ou d'une vision... justement plutôt dominé par des rapports de force, des alliances d'intérêt à un moment donné, et qu'on est un peu toujours dans la même... alors je vais forcer le trait parce que c'est pas exactement ce que je pense, puisque heureusement il y a eu plein d'évolutions, mais il y a quand même une forme d'archaïsme dans le fonctionnement social qui perdure et qui est lié, je crois, à la difficulté en effet d'avoir un espace public. Parce qu'au fond, je trouve que par rapport aux années 80, même 90, où il y avait une liberté de parole très importante, de critique, d'espace critique, même s'il était un peu noyé, je trouve qu'il a tendance à s'amenuiser, c'est ce que tu disais à l'instant. C'est-à-dire que l'espace critique, l'espace de parole libre, il est, au lieu de devenir plus grand, il s'amenuise. Et on est toujours dans cette difficulté d'espace public, d'espace critique. Heureusement, il y a plein d'initiatives. Là, je force le trait, je caricature un peu. Mais il y a quand même, enfin, à mon avis, alors peut-être que c'est un truc de vieille conne combattante aussi, mais je trouve que la modernisation de la société, des fonctionnements, du corps social et l'avènement justement de ce qu'on peut appeler une citoyenneté n'est pas encore accompli. Non, mais je te rejoins totalement sur ton analyse.
je te rejoins complètement sur ton analyse. C'était le problème. Certes, il y avait des divisions internes, mais bon, je ne vais pas plaider pour la paroisse que je représentais à l'époque, qui était une tendance assez significative, en particulier des gens de Bastia, que ce soit Yves Steele, que ce soit Jean-Paul Calandini, Marie-France Giovanangeli, qui représentaient un courant de remise en cause de la direction politique et de débat. Et c'était la force, c'était le débat. Et je l'ai dit tout à l'heure, la CCN, malgré le contexte combien dur, était le mouvement où j'ai vu, à part la CSC de Nice, qui était très organisée, puisqu'il y avait trois exposés par semaine dans toutes les cités, on était 400 ou 500, c'était vraiment une grosse organisation. Mais il y a eu, c'est vrai, ensuite une paupérisation politique considérable. Et aujourd'hui, il y a quelques mouvements qui essayent d'avoir ces débats, etc. Mais je crois qu'ils ne débattent pas de l'essentiel. Parce que, par nature même, ils essayent d'être efficaces, ces mouvements. Et battre l'essentiel, c'est peut-être remettre en cause des lignes politiques. Je prends un terme, le mot nationalisme. Moi, je me définis pas comme nationaliste. D'ailleurs, même à l'époque, je ne me considérais pas comme nationaliste. Je suis corse. Point à la ligne. Je suis corse. La langue française, la culture française, je ne la rejette pas. Je ne veux pas nier que cette réunion le prouve, qu'elle soit dominante. Ça, c'est la réalité. On fait avec cette contradiction, mais c'est une réalité. Mais je ne rejette pas. Et je suis européen. Et je pense que les vrais débats aujourd'hui, dans la société, ça devrait être de savoir si on est pour l'Europe, si on est pour la France ou la Corse entièrement dans l'OTAN, si on est pour ces choses-là, si on est pour l'économie de marché régulée ou l'économie, si on est pour... Ce sont ces vrais débats qui ne sont pas en Corse sous le drapeau du nationalisme. Vous avez des gens qui, s'ils étaient français, seraient pour Mélenchon, pour Macron, pour Le Pen, qui travaillent ensemble et qui font croire qu'ils pensent pratiquement l'essentiel, qu'ils ont un tronc commun. Non. Moi, j'ai plus de troncs communs, personnellement, en tant qu'individu, avec des gens qui se définissent uniquement à droite, mais qui sont tout aussi corse que moi, ou de gauche, autour de moi, qu'avec des gens qui se définissent comme nationalistes et qui ont une vue binaire des choses, binaire de la société, et qui créent des difficultés parce qu'ils créent des ferments d'une haine terrible dans laquelle on n'arrive pas à s'extirper. Je prends toujours l'exemple de l'affaire Colonne. Quand on voit les commentaires qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, mais incroyable, c'est-à-dire que parce qu'il y a un problème affectif ou autre, et je comprends aussi l'émotion, tout le monde la partage, mais à un moment donné, c'est le sens des responsabilités, on ne peut pas dire n'importe quoi. Il faut des pincettes quand on s'exprime, parce que quel est le but du politique ? C'est de créer des clivages de plus en plus grands entre chacun d'entre nous, ou de créer des axes de fraternité, de tolérance, de solidarité. Moi, je m'excuse, il faut être des non-quichottes. Il faut prendre notre bâton depuis le Rhin. On ne peut pas continuer à prôner la haine en Corse. Alors peut-être que ne pas dire cela, c'est peut-être prôner une certaine haine contre ceux qui la prônent. Ça, je connais la contradiction. Mais on est obligé de prendre ses responsabilités. Des discours de haine, c'est des choses qu'il faut marginaliser. Le yaka, le truc. Donc, on est confronté à un problème grave. Grave, moi je le dis sincèrement, je suis dans l'angoisse chaque fois, parce que je ne prétends pas détenir la vérité, mais je pense que beaucoup de gens le pensent, cela, peut-être même de manière majoritaire, mais ne l'expriment pas suffisamment. Y compris, il faut l'exprimer, il faut se révolter, il faut être, comme dirait l'autre, d'ailleurs il m'a beaucoup influencé, je ne le cache pas, Camus, il faut être un homme révolté. Mais il faut savoir jusqu'où on peut aller, la théorie des possibles, elle a montré qu'elle a échoué, à mon sens. À mon sens, ceux qui ont fait miroiter des solutions, ils ont montré que les limites, dans le monde entier ça a été démontré. Donc ne rentrons pas dans ces logiques-là, essayons de créer une société humaine, mettons l'humanisme au cœur de nos débats. L'humanisme au cœur de nos débats. Et l'humanisme, c'est ce qui nous permettra de rayonner, y compris au niveau économiquement. Parce qu'aujourd'hui, comment vous voulez développer la Corse avec cette chape de silence qu'il y a, et avec ces jeunes qui se demandent s'ils peuvent rester ici en toute tranquillité, ou ces entrepreneurs, ces jeunes entrepreneurs ou créateurs qui se demandent s'ils vont trop loin, jusqu'où ils pourront aller trop loin sans que quelqu'un les tire par les oreilles. Parce que c'est le cas. Il n'y a que dans les domaines où il y a la technicité que ça tient encore la distance. Mais ça arrivera là aussi. Voilà. Non, il y a des prédateurs. Ces prédateurs, il faut plus leur donner de quoi subvenir à leurs besoins. Des voyous, on aura toujours. Mais il faut qu'ils soient à la marge de la société. Dans le monde qu'ils ont voulu. Il ne faut pas qu'ils soient au cœur de la société. Aujourd'hui, ils sont au cœur de la société. Ça, c'est insupportable.
Si, une chose que j'ai oublié de dire. Quand je parlais tout à l'heure, je voulais l'évoquer, quand je parlais de nous avons perdu du temps à mettre des bombes jusqu'à 1000 par an aux îles, 1000 par an. Vous vous rendez compte de ce que c'était à l'époque? C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Hein. Ça nous paraissait normal. Hein. Et je veux dire, moi, j'étais un dirigeant du FLNC, donc j'assume. Hein. Et voilà, c'est la réalité. Le travail de fourmi que mènent certaines associations aujourd'hui, qui se démènent, comme ABCDE, ou Léante, et Zéro Vraz, etc. C'est ça. Pour moi, c'est mes héros, la Corse moderne. Et je vois qu'aujourd'hui, il faut s'organiser pour les renouveler aussi. Parce qu'ils le disent. Regardez la moyenne d'âge de toutes ces associations. C'est plus proche du 70 que du 50. Hein. Parce qu'il n'y a pas de relève. Alors que c'est un travail essentiel. J'avais quelques chiffres à vous donner. J'en ai pas beaucoup pris. Mais des chiffres sur le travail remarquable que fait Ouléonte en particulier. Vous savez combien, pour donner l'ordre de grandeur de la situation de la Corse, il y a 41 000 habitants dans la région du Sartenay, Propriane, le Sud, etc. 40 000 habitants. Vous savez combien il y a de résidences secondaires? 43 000. Ça donne la mesure du problème. Tout cela, ça s'est passé depuis des années, depuis des décennies. 43 000. Alors bien sûr, vous avez des résidences logiques, etc. Mais la plupart, ce sont des gens qui n'habitent pas en Corse aussi. Mais vous avez 43 000 résidences sur 40 000. Ou dans le monde, vous avez un autre exemple comme ça. 43 000. Vous savez, les pouvoirs publics, par rapport à ce qu'estime le Léante, estime qu'environ 15 à 20% des permis ne doivent pas être donnés. Ils sont illégaux. Vous savez combien, dans cette même région, entre 2000 et 2300 actes, permis de construire, etc., combien ont été déférés devant la justice par la préfecture? Jusqu'à ce qu'il y ait eu cette histoire avec la sous-préfète de Sartène en 2019, il y en avait 5-6 par an. 5-6 par an. Quand il y a eu l'histoire avec la sous-préfète, ça a multiplié par 10. Il y en a 80 aujourd'hui. Mais qui ont bien en deçà, parce qu'ils n'étudient pas à fond les dossiers, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'étudier. Alors que le Léante, dans la même zone, a fait sanctionner tous les PLU. Aucun PLU, Bonifacio, Porto Vecchio, tous ces PLU de la région là-bas, aucun n'avait été attaqué par ceux qui sont censés vérifier que c'est conforme à la loi. Voilà la réalité de la Corse. Donc on a besoin, à ce niveau-là, de gens qui aident ou les vantent. Et là, j'espère que Gilles va suivre cette émission, j'espère que je crois qu'il la suivra. Transmettez, nous avons une proposition, nous, au niveau du collectif, que nous allons faire, anti-mafia, on en fera d'autres, je ne cache pas, c'est de créer une task force au niveau de la région, renforcer le dispositif juridique pour contrôler tout cela. Puisque l'État faillit, il faut bien que nous donnions les moyens de mieux contrôler et d'intervenir pour renforcer le travail bénévole qui a des limites, y compris des limites d'âge aujourd'hui. Voilà, moi, ça, c'est par exemple une chose qui me paraît sous le sens, parce que c'est sûr que cela permettra de faire vraiment un travail utile pour notre société et changer la donnée et les rapports de force en la matière. Parce que c'est aussi là-dessus. On est dans un système où il faut bien reconnaître que beaucoup de corps de métier ne font pas que font la plupart des notaires. Pas une seule alerte Tracfin dans toute la société corse. Dans toute l'économie de la Corse, pas une seule alerte. Je ne veux pas leur jeter la pierre, ils sont dans des situations difficiles comme chacun d'entre nous. Mais comme il n'y a plus personne qui fonctionne, c'est du terrain, tranquille, pour tous ceux qui veulent faire ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, certains, aujourd'hui. Ils font les permis là où ils veulent, avec ensuite la fameuse technique des permis tacites, qui là, alors, sont considérables. Nous avions l'autre jour relayé la communication du Lévante où la mairie de Sartène n'a pas attaqué des tas de choses qui étaient aberrantes, en particulier de la part de personnes qui ont déjà des difficultés avec la justice. Et c'est
le préfet qui, cette fois-ci, a réagi et il y a eu des annulations. Il y a eu 8 annulations, 8 arrêts qui ont annulé des demandes de permis de construction. On voit qu'on est dans une situation où on peut faire cela. C'est pas possible que la Corse se laisse mener par le nez par peut-être 100 personnes qui font ce qu'ils veulent, qui sont les rois de la Corse. C'est pas possible. Il faut absolument, voilà. Et bien sûr, l'autre mesure que nous prenons depuis la création de notre collectif, il faut changer les dispositions les pénales. Il faut s'inspirer de ce qu'ont fait les Italiens. Parce que les Italiens, ils ont mis à bas, même s'il y a toujours la mafia, il n'a plus l'ampleur au niveau des conséquences qu'elle avait à un moment donné, parce que dès le début des procédures, ils saisissent les biens des gens qui sont impliqués, pas seulement les voyous qui tuent, y compris les hommes d'affaires, les maires, etc., qui sont embarqués dans cette histoire, et ensuite, ils saisissent, et puis ça fait des dégâts, parce que ça décourage, parce que le voyou qui va se passer 2-3 ans en prison, mais sortir, il va avoir 100 millions d'euros, il peut peut-être le faire. Là, il ne le fera plus. Je crois qu'il y a des mesures simples à faire, mais il faut les faire. Bien sûr, changer cela, ça va créer un tollé d'avocats, le principe, les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est de respecter que les gens vivent sereinement sur leur île et ne soient plus à la merci des voyous. Hein. Le droit a toujours suivi les évolutions sociologiques et culturelles. Ce n'est pas le droit qui les crée. Hein. Si il ne les suit pas, c'est qu'il est inadapté à des situations. Et aujourd'hui, en Corse, nous avons des dispositifs législatifs qui ne dépendent pas d'ailleurs de nous, hein, qui ne sont pas adaptés à notre réalité mafieuse. Si l'ensemble du territoire français était sous la même coupe que nous le sommes, même s'il y a des zones que ça commence, hein, il y aurait depuis longtemps certaines lois qui auraient été votées. Ça aussi, ça montre la spécificité. Hein, ouais. Buonasera a tutti, ringraziavi a vostra presentazione. Vous êtes revenu tout à l'heure sur les différentes étapes hein, de l'évolution du statut particulier, 82, puis ensuite le statut Joxe en 91, puis plus tard le processus Matignon. Et ma question repose sur le constat en fait de la permanence de l'évolution, parce qu'on se rend compte qu'à l'issue de chaque statut, quelques années plus tard, il y a encore cette permanence de demande d'évolution, avec ensuite d'autres négociations avec l'État, d'autres statuts qui vont intervenir. Donc, malgré évidemment le contexte politique de l'époque que nous connaissons, qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer cette permanence de la demande d'évolution institutionnelle? Ringraziavi. Non, mais je crois que c'est traduit bien ce qu'est la réalité corse politique, c'est-à-dire que c'est un bouillonnement permanent. Hein. Ça, il faut reconnaître qu'on a quelques défauts, mais on a aussi des qualités. Les gens en Corse, ils aiment bien la politique, ils aiment bien trouver des solutions, ils réfléchissent, ils ne sont pas satisfaits. Mais en fait, il y a eu des étapes pragmatiques. Je pense que personne n'était satisfait du projet Joxe, mais c'était une avancée. Il se situait sur le temps, comme maintenant. Moi, je suis favorable à tous ces gens qui sont responsables, qui essayent d'avancer le maximum. Il y a du travail d'élus qui est remarquable dans la société corse. Hein. Moi, ce que je souhaite, enfin, ce que nous souhaitons, c'est qu'ils aient les moyens de s'exprimer réellement et qu'ils ne soient pas sous la coupe de certains, indirectement, ou qu'il suffise des effets collatéraux de puissance qui sont de plus en plus sur le terrain, qui contrôlent de plus en plus et qui vont les empêcher d'être des élus de citoyens. C'est la citoyenneté qu'il faut défendre à travers ces élus. Et par exemple, la légitimité, il y a une grande différence. La légitimité de l'Assemblée, elle est remise en cause par de moins en moins de personnes. En 1982, même en 80, quand on est rentré en 84, l'Assemblée générale à Caderadio, on ne serre même pas la main des autres conseillers. Hein. On ne leur serre même pas la main. On n'a jamais dit président, monsieur le président, à Rocazer. Jamais. On disait monsieur Rocazer. Parce que nous ne reconnaissions pas les institutions. Alors, les commissions,
On ne devait pas y participer. Après, comme il y avait Yves Stier, lui, ça lui plaisait. il a commencé à y aller. Et puis bon, on n'était pas non plus des ayatollahs. Hein. Mais c'était ça, c'était les militants. Nous étions 300 ou 400 réunis et on avait décidé ça. Touche pas, on ne serre pas. Voilà, on était des bercorses, hein, il faut en être. Mais cette pureté était intéressante aussi, parce qu'elle disait quelque chose. C'est vrai, hein, et malheureusement, elle a eu ses travers, mais elle disait quelque chose. Moi, je suis très fier, je dirais, de tous ces gens que j'ai connus. Hein. 99,99% d'entre eux, même si on s'est retrouvés face à face, c'est des gens qui ont pris leurs responsabilités pour leur île. Ce sont des gens qui se sont battus pour leur île. Et j'ai beaucoup de compassion pour certains, parce que malheureusement, certains ne sont plus de ce monde, mais beaucoup de respect. D'ailleurs, je remarque que nous nous retrouvons souvent à travers de manifestations ou à travers de discussions. On est pratiquement tous, peut-être pas de la manière dont je l'exprime, mais pas loin, sur la même longueur d'onde pour éviter que les jeunes générations se retrouvent dans la situation. Merci. Ah pardon. Comme tu veux, hein, si tu veux. Merci Léo pour ce témoignage. Deux choses. D'abord, si un peu dans le sens de l'intervention de Mathéo Pompe, effectivement, on peut faire un parallélisme hein, entre la période 82 avant et juste après, et puis la période, ce qu'on a vécu en tout cas ces deux derniers mois. C'est vrai. Et en même temps, il y a quand même une note d'espoir qui est fabuleuse, parce que lorsque tu racontes ce passé-là, qui est celui de nous tous, mais le tien en particulier en tant que témoin de cette époque, et témoin c'est aussi martyr, hein, quelque part, ça veut dire ça, un martyr est un témoin, ça signifie aussi que les transformations sont possibles, parce qu'il y avait à l'époque et quand même la mafia, et quand même la puissance de l'État très très présente, pas de réseaux sociaux bien sûr, donc les informations ne circulaient pas, du clientélisme au plus haut degré d'innovation que l'on peut faire dans ce domaine, et pour autant aujourd'hui, lorsqu'on regarde ces 40 dernières années, les choses ont profondément évolué, pas uniquement par rapport à la représentation démocratique des nationalistes hein, qui sommes au pouvoir aujourd'hui, mais au pouvoir régional, territorial. Donc les choses ont quand même beaucoup évolué, ce qui signifie qu'il y a quand même encore beaucoup d'espoir. Enfin, moi, je fonde beaucoup d'espoir dans cette société. Et lorsque j'échange avec les jeunes qui sont à l'Assemblée à Diadouantou, c'est vrai que toutes tendances confondues, il y a quand même, au-delà des postures, mais il y a aussi des postures dans l'Assemblée, je dirais, d'IUET, hein, c'est le jeu politique. Il y a quand même la volonté aussi de transformer les choses, d'être ouvert, de produire, d'innover, voilà, de vivre sur ce territoire, contrairement à ce qui se passait il y a 50 ans. Voilà. Pour que ton témoignage soit le plus utile possible, qu'est-ce qui, chez le jeune que tu étais, que tu as encore un peu, bien sûr, hein, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as basculé, c'est-à-dire tu t'es dit, je suis sur une voie mortifère, nous sommes sur une voie mortifère, comment tu as abordé une autre trajectoire? Voilà, qu'est-ce qui a joué? Alors, non, mais c'est vrai, c'est très juste ce que tu dis, et c'est vrai, je te rejoins totalement. Oui. Je pose cette question-là parce qu'effectivement, ça peut permettre aussi d'éclairer des jeunes. Bien sûr. Ce témoignage-là, il permet aussi d'éclairer des jeunes sur leur propre engagement actuel, qui est peut-être parfois un peu aveugle en tant que jeune, mais qui renferme très certainement aussi une graine de transformation possible, quoi. Moi, je ne pense pas que les jeunes soient complètement obtus et défavorables ou hermétiques à toute évolution possible. Ça, je n'y crois pas. Non, pas du tout. Puis je pense même que la majorité des jeunes ne partagent pas des volontés de violence pour arriver à leur fin. Je crois qu'elle est plutôt, comme la majorité des adultes, silencieuse, la majorité des jeunes. Moi, ce que je veux dire, c'est que d'abord, je souscris totalement. Il y a des avancées formidables qui ont eu lieu. Et puis, ne serait-ce que la crédibilité.
de la Corse. Auparavant, on ne se référait pas à la Corse, on se référait à un contexte français, à qui était pour le programme commun de la gauche, etc. Et puis il y avait quelques marginaux qui faisaient des élections, avec d'ailleurs les premiers scores des élections, on s'en rappelle, en particulier ceux qui étaient du côté de LLN, c'était du style 4%. Et quand nos amis de l'UPC faisaient bon an, mal an, entre 9 et 10%. On était vraiment dans une situation de marginalité et surtout, il y avait un rejet des évolutions complètement. Et puis on arrivait même dans des moments de crispation terrible. Rappelons-nous de la CFR. CFR, pour ceux qui l'ignorent, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce sigle, c'est quand même des Corses qui ont défilé à plusieurs milliers contre nous, en criant, moi certains m'ont gratiné, pas seulement moi, Battesti a fleuri, Bougia. Je veux dire qu'ils étaient à mort contre nous, alors qu'en fait c'était les nôtres, on était de la même famille. Moi je racontais que lorsque j'étais recherché, les gens qui, en 80, en 78, ceux qui avaient m'abritaient, c'était des gens qui se sont retrouvés à la CFR. Et puis je pouvais aller, et plus tard, ils étaient antinationalistes, mais il y avait, parce que nous n'étions pas dans la jonction avec ce monde-là, et on était dans nos certitudes, mais on a créé cette conscience. Et je me rappelle qu'on a dégonflé la CFR en ayant une réunion, on était 5 de notre côté, ils étaient 5 de leur côté, il y avait tous leurs leaders. On s'était vus dans une maison dans la région d'Ajaccio. À la fin, ci hanno quasi wajado. Parce qu'ils ont vu les colonnes, les trucs, ils ont vu les jeunes qu'ils étaient, eux, à leur époque, certains étaient résistants, etc., en face d'eux. Ils ont compris. Et ça a tout changé. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça qui a fait changer. Et le CFR n'a plus été... Le CFR, il y a eu quand même beaucoup de choses un peu désagréables qu'il y a eu à un moment donné, il faut reconnaître, puisqu'il y a eu des assassinats, etc. Mais il y a eu ensuite, je dirais que nous avons évité, la Corse a évité ce bain de sang de la guerre civile, parce que vous aviez des gens, des barbouzes qui chauffaient également la situation et qui voulaient cela. De la même façon, ce qui a été grave, je pense, à un moment donné, c'est que l'utilisation des voyous n'a pas été possible comme ils le souhaitaient, mais ce n'est pas pour autant satisfaisant. C'est-à-dire que ça a amené le mouvement FLNC en particulier à donner un crédit à la brise de mer, avec une réunion au sommet qui a créé problème. C'est-à-dire, moi, c'est à partir de cette annonce-là que je me suis décidé, je n'étais pas du tout à la direction des FLNC, moi je m'occupais du mouvement public, j'ai dit non, là maintenant il faut changer les choses, parce qu'ils avaient décidé de rencontrer la brise de mer. Vous imaginez un peu les voyous qui rencontrent une organisation en ne respectant pas la direction de l'époque. C'était un coup un peu de fait accompli de la part de gens du Nord par rapport à la direction, etc. Donc on se retrouvait dans des situations difficiles, et c'est vrai que le monde a changé. Moi, ce que je regarde aujourd'hui dans les évolutions très positives, y compris dans les débats qu'il y a à l'Assemblée, c'est la qualité de certaines interventions, c'est le sérieux des gens, le travail concret qui est fait, qui manquait terriblement à l'époque, parce qu'à l'époque, on faisait que témoigner, et donc on peut arriver à faire des choses merveilleuses. Moi, j'ai confiance dans cette génération. Je ne partage pas les reproches qui sont faits en disant que c'est des nationalistes mous, presque des vendus, alors n'en parlons pas. C'est grave de dire ça. D'abord, moi, si j'étais né il y a 30 ans, 40 ans, je me retrouverais sans doute fier d'être dans des mouvements aujourd'hui qui sont modérés, par rapport à mes conceptions de la chose. Parce que le monde a changé et que je n'aurais pas été formaté à l'aune de la révolution de Sartre et compagnie, le pouvoir au bout du fusil, comme était notre génération en 68, avec les grandes révolutions qui allaient secouer le monde, abattre le capitalisme, etc. On était nourris à ce lait-là, à cette conception-là. Aujourd'hui, les jeunes, je pense qu'ils sont en train de recherche d'équilibre ou autre, et je pense qu'il faut absolument qu'ils s'investissent massivement dans le combat pour la défense de la planète. Moi, et contre la mafia. Mais ça, la mafia aussi, je vois qu'il y a un petit souci, même chez les jeunes. On a rencontré des jeunes, mais y compris des jeunes parmi qui se démarquent un peu, des positions un peu atypiques, et ils ont dit on a des problèmes, voilà. Parce que quand on parle de la mafia en Corse, voilà, on a un problème, parce que tout le monde connaît quelqu'un qui connaît, etc. Voilà, difficultés. Mais en tout cas, il y a des évolutions. Je suis confiant dans les capacités
des responsables politiques actuels en Corse, pratiquement tous, pas tous, hein, je le dis tout de suite, mais pratiquement tous, pour construire une société corse. Mais il faut qu'ils évoquent les problèmes de fond et qu'on les règle progressivement. Peut-être pas en 6 mois, hein, mais il faut qu'on s'attache à limiter autant que possible les porosités et à un moment donné à s'organiser pour qu'il n'y ait plus. Voilà. Parce que ce n'est pas possible de laisser des maires se faire titier de coups, ce n'est pas possible de laisser des gens en situation de domination comme ils le sont aujourd'hui pour des permis. Eh bien, il faut trouver les moyens de contrer tout cela. Simplement, tout à l'heure, donc tu as bien dit, la rencontre avec cette bande de voyous ne pouvait pas me convenir, bien entendu. Donc, dans les années 60, il y avait une autre bande qui sévissait. Quand tu dis qu'aujourd'hui, c'est vraiment la mafia, la différence, ce que tu as dit en préambule là, de tes propos, c'est vraiment, il y a une différence. Comment vous pouvez être sûr, dans votre collectif, que c'est vraiment différent d'avant? Voilà, moi, c'est... Parce que malheureusement, parce qu'attention, hein, il faut bien sûr lutter contre tout ça, mais malheureusement... Je pense que souvent, ça accompagne une société. Voilà. Je crois que le mieux qui a résumé cela, c'est Gilles Simeone. Il a dit à un moment donné, les voyous, ils étaient à la périphérie, aujourd'hui, ils sont au cœur des choses. Et c'est la grande différence. Auparavant, tu avais des clans corses. Peut-être pas tout à fait celui de Jagop, mais d'autres clans qui avaient leurs hommes de main, qui les servaient. Le sac a beaucoup servi. Hein. On a vu l'utilisation qu'il y a eu, en particulier de certaines barbouzes contre le mouvement autonomiste, contre nous-mêmes. Et il y avait des gens qui étaient des produits d'exportation. C'était des voyous qui régnaient à Marseille, à Paris et ailleurs. Après, il y a eu le mouvement de retrait. C'est la brise de mer qui a changé la donne. La brise de mer, vraiment. Je parle sur longtemps. Là, maintenant, je t'assure, j'ai participé à 3 ou 4 colloques sur le banditisme depuis des années. J'ai appris des tas de choses. Et c'est vraiment incroyable d'analyser l'évolution du banditisme en Corse. Hein. J'ai appris l'autre jour que le premier chef mafieux à Marseille, Diron Bastiaccio, 1871, qui était connu pour sa cruauté, etc. C'est lui qui a créé les premières bandes qui a dominé au niveau de Marseille à l'époque. Et donc, en Écorce, ils étaient la French Connection, etc. Ils étaient dans les arcanes du pouvoir parisien, ils dominaient les choses, ils étaient utilisés. Mais ensuite, lorsqu'est arrivée la brise de mer était en soutien aussi de certains hommes politiques de droite, en particulier dans la région Bastiaise. C'est clair. Mais c'était le soutien qui n'allait pas jusqu'à ce qui est aujourd'hui, qu'il y a des projets qui sont imposés, je dirais, par des faux permis, par des pressions, par le silence, par les accords tacites, etc., et qui permettent à des gens de prendre la mainmise progressive de tas de pans de la société. Il y a énormément d'entreprises qui ont été prises en main par les voyous sans que cela ait suscité la moindre enquête. Voilà le problème que nous trouvons aujourd'hui. Et petit à petit, le terrain est gagné. Alors qu'auparavant, ces types-là, ils faisaient des casses, des casses en Suisse. Aujourd'hui, pour faire de l'argent, ils font en Corse et surtout, ils développent de manière considérable le trafic de la drogue. Oui, mais d'accord, mais le trafic de drogue a augmenté de manière, en Corse, a augmenté de 30% selon les chiffres officiels ces dernières années. Et là, on se retrouve dans une espèce de mafia 2.0 dont on ne sait pas quels sont les véritables leaders. Ils sont souvent à Dubaï. Du moins, pour la mafia marseillaise, on a vu que c'était à Dubaï que se trouvaient les gros pontes et que les livraisons avaient lieu ensuite et qu'ils étaient dispatchés, y compris sur la Corse. Mais en tout cas, on sait qu'il y a des enrichissements considérables qui se font, parce que c'est considérable, la coke, hein, le bénéfice qu'ils sont en train de faire, et avec aussi l'effet, le corollaire, c'est que nous nous retrouvons avec une jeunesse qui est de plus en plus touchée par ce fléau, et que cela pose un problème également. Voilà. On est vraiment dans une situation nouvelle au niveau. Et les mécanismes impliquent également beaucoup d'hommes politiques en Corse, plus qu'avant. Dans beaucoup d'enquêtes qui apparaissent, de rapports qui sont communiqués, il y a des noms qui sont cités, qu'ils ont aidés pour ceci, pour cela. Auparavant, du moins peut-être qu'il n'y avait pas autant d'enquêtes. Hein. Mais en tout cas,
c'est une situation qui est de plus en plus grave. Je regrette d'avoir été un peu... Et ce truc, mais c'est tellement important parce qu'on est obligé de voir cela pour pouvoir s'en débarrasser. Voilà. Oui, tout à l'heure, je voulais réagir à un élément de ce que vous avez dit, un passage de ce que vous avez dit. Lutter contre les menées mafieuses, ça implique des moyens particuliers et ça implique notamment des dispositions procédurales particulières. Mais si en même temps on dit le régalien reste à l'État, ça veut dire que pour avoir des dispositions procédurales particulières en Corse, on va recourir à des juridictions d'exception. Et l'expérience, je parlais tout à l'heure de l'expérience de l'histoire du droit, on a déjà eu des juridictions d'exception en Corse, je ne parle même pas des juridictions d'exception en France que vous avez connues, mais juridictions d'exception, elles seront tout de suite combattues, il y aura tout de suite une levée de bouclier. Or, pour combattre les menées mafieuses, on sait bien que, par exemple, la cour d'assises avec jury est inappropriée. Complètement. Mais il y a eu récemment, il y a quelques années, une espèce d'enquête menée par des journalistes sur ce problème de la cour d'assises en Corse. J'ai osé dire que, finalement, contrairement à ce que avait... à la position de certains avocats corses du 19e siècle, Patorni, Salvatore Vial, etc. Finalement, la cour d'assises sans jury en Corse, qui a existé jusque dans les premières années de la monarchie de Juillet, en 1833, je crois, elle était assez adaptée. Elle était assez adaptée à la criminalité en Corse à ce moment-là. La preuve, c'est que lorsqu'on a rétabli la cour d'assises avec jury, il y a eu des décisions aberrantes. On parle beaucoup aujourd'hui des violences faites aux femmes. Savez-vous que la cour d'assises avec jury rétablie en 1831, je crois, elle a condamné à 10 francs d'amende un voltigeur corse qui avait tué sa femme simplement parce qu'un de ses amis lui avait dit qu'elle le trompait. Et par ailleurs, on sait bien que les cours d'assises avec jury, elles sont sous influence. Vous voyez ? Donc il y a là, je ne sais pas comment on peut résoudre cette contradiction. Non, moi je vais être clair là-dessus, et puis c'est un sentiment qu'on partage de manière très majoritaire, même unanime au niveau du collectif. Là je peux m'exprimer au niveau du collectif. Dès le départ, on a demandé des lois spécifiques. Et nous sommes également pour que les juridictions soient dégagées de l'expression mafieuse. Donc nous sommes pour que les juridictions qui traitent des problèmes mafieux soient des juridictions spéciales. Et autre chose, c'est-à-dire que le régalien, en ce qui me concerne, là je n'engage que moi, parce que c'est un problème un peu plus politique, moi je pense que nous ne sommes pas en mesure de nous autoréguler dans le domaine régalien. Je prends un exemple, et je demande des confirmations avant cette réunion, parce que je me suis dit, autant si je le sors, je vais être sûr. Savez-vous combien il y a eu de contrôles de délits de pêche par les fonctionnaires qui sont payés pour les faire en Corse du Sud, je crois, sur les 2 dernières années? Zéro. C'est-à-dire qu'on est dans une situation en Corse où nous sommes tous sous pression et que des gens qui sont chargés de prendre des décisions contraignantes par rapport à d'autres, ils ne se bousculent pas au portillon. Ou alors c'est des martiens. C'est difficile. On le sait. Et on a la chance, on a une justice française qui est tant bien que mal, mais incontestablement à des magistrats souvent de qualité, qui vont administrer le truc. On est obligé de passer par là. Le juré populaire, quand on voit les résultats de certaines assises, il n'y a pas si longtemps que ça, on se rend compte qu'il est sous pression. Ils avaient réussi, la brise de mer, à faire pression à Dijon, je crois. Ils étaient, rien que par leur présence en costard, ils avaient changé le truc. Il y avait des preuves accablantes, des témoignages, il n'y a plus personne. La brise de mer, ils avaient tous été acquittés. Donc, en France, pas seulement en Corse. Donc, on voit très bien. Ils ont une puissance incroyable. Ils ont une respectabilité aussi. Respectabilité. C'est dur, ce combat. Moi, je m'excuse de reparler de moi. Moi, j'ai beaucoup souffert déjà de ce combat. Quand il y a 1 an et demi,
je crois, apparaît une interview d'un avocat ajaxien qui cite notre collectif et tout d'un coup dit, pour point, oui, c'est bien le collectif anti-MA, mais certains sont là pour faire autre chose, ils se perdent de la communication. Tout à gour, c'est Gagabi qui parlait de moi. 15 jours après, la grosse arrestation du petit bar. Grosse arrestation de tous les voyous de petits bars, etc. Quand ils font l'article, même page à droite, l'enquête qui vise le président de la Ligue. Même page. Quelle enquête? Quelle enquête? Vous vous rendez compte? Vous avez un fait divers considérable, l'arrestation, et je me retrouve là sur la droite. Je vous rappelle que c'était le journal dont le responsable était Perrineau, et donc quelque part, Santoni, puisqu'il a bien dit que c'était lui qui a les écoutes prouvent qu'il domine la situation. Donc on se retrouve dans une situation, et qu'est-ce qui se passe là-dessus? Moi je le dis sincèrement, moi aujourd'hui, les relations avec Corse Matin sont épouvantables, parce que dès qu'on fait quelque chose ici, ils nous censurent, ils ne passent pas. La rédaction d'ici. C'est grave ce qui se passe. Nous avons fait devant l'Assemblée, nous avons lancé un appel une fois, tout le monde est venu, sauf Corse Matin, parce que j'étais là. On se retrouve dans ça. Alors que nous, les journalistes de Corse Matin, au contraire, on est même prêts à les défendre par rapport à ce qui va se passer, etc. Mais non, ils ne comprennent pas qu'ils ont été dans un jeu qui les a dépassés. Et tout ce qui s'est passé ensuite avec les révélations qu'il y a eu sur comment fonctionnait le petit bar conforte que nous avions raison. Moi j'avais fait une conférence de presse, j'avais dit que c'est les ordres qui ont été donnés par Perrineau de m'attaquer. Parce que le petit bar, et le lendemain, il y a eu des bombages dans tout Ajaccio avec Battesti, Indic, I-N-D-I, je crois, et la valise ou le cercueil. Ça, c'est quand même des choses graves, non? On le voit, on est dans un pays, on peut faire ça, ça ne provoque pas tellement de réactions. Je vous assure que dénoncer la mafia, je comprends, c'est parce que ça veut dire, pourquoi ils font ça? Ils se disent, regardez, si vous dénoncez un système mafieux, regardez à ce qui arrive. Voilà, je veux dire. Alors, il me dit, mais non, tu crains pas, mais je m'en fous. Pas que je m'en foute. Je veux dire, moi, je servirais à les marginaliser encore plus. Mais il faut bien que des gens prennent la parole encore. On va tous se taire devant des voyous. Aux idées, c'est incroyable, ça. Des voyous qui sont en train de faire la loi un peu de partout, au lieu de rester dans leur coin, d'aller faire leur truc. Je ne dis pas qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ils sont là en train de vouloir tout prendre en main en Corse. Non, voilà. Eh bien, il y a des gens qui résistent et qui résisteront. On ne se laissera pas faire par cela. Il faut bien qu'il y en a qui aillent au charbon. On va au charbon. Prendre les responsabilités, c'est pas évident. Moi, j'ai pas envie non plus d'avoir des problèmes, mais j'en aurai peut-être. Mais à un moment donné, il faut bien garder les images. On ne sait jamais, on peut les utiliser plus tard pour les marginaliser encore plus. Mais moi, je ne me tairai pas. Et ça a été suggéré souvent. Mais c'est pas possible. Alors peut-être que je suis anormal, mais c'est incroyable de laisser ce pays comme ça aujourd'hui. C'est incroyable, Ozidil. Il faut se bouger. Il faut être plus nombreux et merci de tous ceux qui nous soutiennent parce qu'on a besoin. Il y a des gens extraordinaires qui le font. Ce sont des gens souvent très connus qui le font. Demain, ils interviendront comme Jean-François Bernardini, comme Marie-France Giovanangi, comme Josette Dalla Santucci. On est là, on essaie de faire avancer. Et puis il y a le collectif également, Massimo Susini, également, qui prennent leurs responsabilités. On essaie de se former. L'autre jour, Josette Dalla Santucci a été invitée pour la formation en Sicile. Par rapport à tous les responsables qui ont montré comment s'était passée la lutte en Sicile contre le pizzo, etc. On essaie de faire des débats, de créer. On essaie de faire ce qu'on peut. Aidez-nous, aidons-nous, parce que c'est pas, on n'a rien à y gagner, je vous le dis. Mais si personne ne parle, ils feront ce qu'ils veulent. Alors, moi, j'espère que les politiques, parce que l'immense majorité des politiques sont des gens honnêtes, ils se ressaisiront pour ne plus utiliser d'euphémisme par rapport à ça et pour engager des procédures qui marginaliseront tout cela. Et je crois que ça pourra se faire. Je pense aussi que l'État sera amené à le faire. Mais il faut savoir, bien sûr, communiquer et le dire. Et j'espère que ce combat anti-mafieux ne sera pas occulté lors des prochaines négociations. En tout cas, nous prendrons des initiatives pour qu'il ne le soit pas. Et nous ferons des propositions concrètes pour aider nos élus
à poser ce problème au niveau du gouvernement français. Alors j'ai une question, Léo, pour toi, mais également pour André Faz, et s'il acceptait d'y répondre. Donc dans quelques mois va s'ouvrir une ronde de discussion avec le gouvernement qui pourrait aboutir à des évolutions institutionnelles majeures dans l'histoire de la Corse et qui s'inscrivent dans le fil historique que tu as brossé à l'instant. Comment, concrètement, peut-on concilier cette aspiration légitime d'une très grande majorité des Corses à un statut d'autonomie, donc à une responsabilisation collective plus forte, d'autant plus légitime que c'est le droit commun institutionnel, non seulement en Méditerranée, mais dans l'Europe entière. Comment est-ce qu'on va concilier cette aspiration profonde avec la nécessité impérieuse de nous prémunir collectivement contre ce péril mortel que représenterait, dans une Corse autonome, l'accession au pouvoir politique de forces qui seraient au service de bandes mafieuses? Quelles sont les mécaniques institutionnelles à mettre en place pour éviter une catastrophe? Est-ce qu'il faut limiter les dévolutions de pouvoir? Est-ce qu'il faut les décaler dans le temps? Est-ce que prévoir une autonomisation en quelque sorte progressive de la Corse? Quels sont les outils concrets que l'on peut mettre en œuvre pour nous prémunir contre ce qui potentiellement pourrait être absolument désastreux? Imaginons par exemple que le pouvoir en matière d'urbanisme nous soit entièrement dévolu. À chaque élection territoriale en Corse, on va trembler devant le spectre de l'accession au pouvoir de sensibilités politiques qui chercheront à faire sauter l'ensemble des verrous réglementaires et législatifs pour permettre une spéculation effrénée. Donc je pense que là, c'est un dilemme, mais il ne faut pas l'occulter. Je crois qu'il est au cœur même de ce débat, précisément pour éviter que cette autonomie qui se dessine pour la Corse ne devienne une trappe. Là. Alors peut-être, Monsieur Fazzi, tu as posé la question, peut-être tu peux commencer. Merci, Maître Thomas. Je n'avais pas prévu de répondre à ce genre de questions, mais bon, étant donné que j'ai réfléchi un petit peu tout de même, je vais essayer de répondre. Léo Batteste a posé tout à l'heure plusieurs questions extrêmement importantes, décisives. Je veux dire, finalement, il a une qualité exceptionnelle. On lui a demandé de parler d'il y a 40 ans, et lui, il parle des 40 années à venir. Et cette question qu'il a posée, alors peut-être en creux, il a surtout parlé des propos racistes qui se sont développés sans véritable contradiction, ce qui est évidemment regrettable. Plus généralement, je crois qu'il y a un déficit énorme qui se creuse probablement, c'est la qualité de la délibération en Corse. C'est la qualité des échanges démocratiques. Marie-Jeanne Nicole tout à l'heure a parlé de l'espace public. Et moi, il m'est d'avis que sans réussir à parler de ces questions essentielles que sont notre modèle économique en général, pas seulement la question de l'urbanisme dont on voit les impacts environnementaux tous les jours, sans réussir à parler sereinement, publiquement de ces débats essentiels et d'y associer l'ensemble des catégories sociales, l'ensemble des organisations représentatives de façon publique, de façon transparente, il y a beaucoup moins de chances que ce processus d'autonomisation soit une réussite. Ça, c'est quelque chose d'évident. Moi, il m'est d'avis tout de même que les freins législatifs et réglementaires ne sauteront pas si facilement que ça. Il y a des collectivités françaises autonomes qui ont une réputation qui n'est pas forcément formidable, comme Saint-Martin, Saint-Barthélemy, qui sont devenus autonomes en 2007. Je veux dire, l'une pour ses dispositions fiscales, l'autre pour sa perméabilité au trafic de drogue. Ce n'est pas l'autonomie qui a aggravé les choses. Pas du tout. Je veux dire, les collectivités françaises les plus autonomes, pour la Polynésie, comme Saint-Martin, Saint-Barthélemy, ne sont pas du tout dans une situation plus précaire que celles qui le sont le moins, comme la Réunion ou la Guadeloupe. Il faut se le dire aussi. Moi, je ne crois pas du tout qu'il puisse y avoir un changement copernicien.
Je ne crois pas du tout à ça. Ça veut dire l'autonomie de la Polynésie, c'est un processus qui a plus de 40 ans, qui commence en 77, qui commence avec un simple niveau réglementaire et qui se termine, Nanette, il y a deux ans. L'Assemblée de la Polynésie qui a voté sa loi de pays sur la vaccination obligatoire. Je pense que vu les tensions que ce genre de mesure a suscité dans toute la France, je veux dire, si l'Assemblée de Corse avait dû voter, s'emparer de ce sujet-là, elle aurait été peut-être quelque peu embêtée. Je veux dire, c'est un processus. Je veux dire, la politique, c'est un processus et l'autonomie, c'en est un aussi. Actuellement, peut-être sommes-nous relativement mal armés pour l'aborder paisiblement, mais comme le dit Léo, je veux dire, des marges de progression existent. Je veux dire, l'Assemblée de Corse, je pense, a une immense responsabilité là-dedans, par sa capacité à rehausser la qualité du débat démocratique en Corse. Effectivement, dans les années 1980, il y avait des tensions qui étaient sociales et politiques qui étaient quelque part plus grandes, mais quelque part aussi, on réussissait peut-être mieux à parler de certains sujets. Oui, tout à fait. Non, mais je pense que c'est vrai que tout dépend de nous. Hein, et il faut qu'on soit de plus en plus riche au niveau politique et de démocratie. Vraiment, il faut y aller. Il faut aussi utiliser des moyens de démocratie nouveaux, s'inspirer de ce que font les pays baltes, par exemple, au niveau de la démocratie, au niveau de... Voilà, il y a des tas de domaines. Et puis, je crois qu'on souffre de cette incapacité qu'on a à se saisir des choses qu'on peut déjà faire de manière... Putain. Le problème le plus criant à mes yeux, c'est la langue corse. La langue corse, avec son institutionnalisation qui est indispensable, elle a été déconnectée, je dirais, d'une vitalité citoyenne où seuls quelques méritants bénévoles ont réussi à faire des choses, en particulier par l'immersion qui apparaît comme la solution évidente et efficace pour éviter la médiocrité actuelle de la réalité culturelle en Corse au niveau de la langue corse. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure à travers l'exemple de jeunes que j'avais côtoyés à travers ma présidence de la Ligue Corse d'échecs, mais c'est une évidence. Donc la langue corse, si beaucoup de gens s'en emparent, si on utilise peut-être les derniers des Mohicans comme support à tous les niveaux pour pouvoir aider, parce que basta parla, comincia parla, perché niente comincia parla, il faut absolument débloquer psychologiquement ceux qui d'origine corse, surtout, ont honte de parler en stroupiant des barrôles, parce que ça c'est l'obstacle numéro un. Déjà, c'est-à-dire qu'il faut banaliser la médiocrité dans l'expression du corse, comme on a la médiocrité dans l'apprentissage de certaines langues. Ça ne pose aucun problème dans l'anglais, mais le corse, c'est sacro-saint, il faut le parler parfaitement, autrement on ne peut pas le parler. C'est ce qui est dans l'imaginaire des gens. Donc, c'est à niveau, en tout cas, il faut, je pense, c'est difficile, il y a des gens qui font des choses extraordinaires, bravo, hein, mais je crois que l'avenir, il est là, c'est dans le travail, le petit travail qui paye, le petit travail, comme le travail que font des associations dans le domaine anti-spéculatif ou autre. Il n'y a pas de grands soirs, de grandes envolées lyriques à avoir là-dessus. Hein. Donc on voit qu'on a déjà le potentiel de faire des choses. Faisons-le. Peut-être moi aussi, je dis ça et puis je ne fais peut-être pas assez, hein, mais en tout cas, on essaie. Vous voyez, la Ligue Corse, on l'a fait d'une certaine manière. Nous, on a des locuteurs. Nous, le président actuel, il a l'origine de l'ancienne par la Gourse ou Mennoy, hein. Bon, certes, il est assez doué dans le truc, mais et il parle et il me dit mieux. Comme les échecs, c'est quelque chose de très concret, les jeunes, maintenant, ils disent plus échec et maths quand ils jouent. Ils disent skakumat. Ils ont... La langue corse, aujourd'hui, elle a remplacé le français dans des actes tactiques, dans des déboulés tactiques au niveau des... Parce qu'elle est concrète. Et ils comprennent ce qu'ils disent. Et je pense que c'est ce côté concret, on le voit dans l'enseignement, il est important. Je prends mon propre exemple. Comme vous tous, je savais dire « My Taylor is rich » et « Fair and beautiful ». Je me suis mis aux échecs, je suis allé dans le monde entier en parler. Mi sono messo all'inglese di terrain, a dû une discussion en inglese dans ta centinaia de personnes. Et puis j'arrive maintenant... Et en plus même, je renforce la chose avec quelque chose que je conseille à tout le monde aujourd'hui, c'est la réalité virtuelle. Je peux vous assurer que la réalité virtuelle, qui va être la grande évolution, va permettre à une île comme la nôtre d'avoir un rayonnement plus important et à la démocratie participative de mieux s'organiser parce qu'elle est incroyable. Moi, je vous assurer que je participe à beaucoup de choses au niveau de la réalité virtuelle. Je suis un avatar. Des autres sont des avatars, mais nous sommes des êtres humains qui discutons entre nous
qui prolongeons des connaissances, qui nous perfectionnons dans certaines choses. Il y a même des trucs comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, c'était une expérience incroyable que j'ai depuis maintenant 7 ou 8 mois. C'est quelque chose d'incroyable. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Je ne dis pas que la technique va nous sauver, mais ça, il faudra qu'on s'en empare, parce que ça va être comme les iPhones aujourd'hui. Hein. C'est la nouvelle révolution. Déjà, Séoul a construit une ville de réalité virtuelle où ils ne parlent pas à des intelligences artificielles, des gens qui sont au guichet, à des êtres humains, mais qui ont la possibilité d'être présents. De la même façon, dans les communications. Donc, il y a des tas de sciences, de techniques aujourd'hui qu'il faut développer et qui au service de la citoyenneté. Mais moi, je crois, quand j'entends les propos qui sont tenus à l'Assemblée, les boulets, il y a cette volonté, il y a cette qualité humaine, on peut y arriver. Et puis, il y a aussi, c'est vrai il y a aussi d'administration de plus en plus de qualité dans beaucoup de domaines. Parce qu'il y a eu un écrémage qui s'est fait, j'ai l'impression. Il y a quand même les tirs au flanc, il y en a de moins en moins, il y en aura peut-être toujours, mais il y a vraiment des fonctionnaires qui ont envie de faire quelque chose sur leur pays à travers cette aide. Il faut encourager tout cela. Il faut un projet commun. Moi, j'y crois. Mais, ama fiano. Voilà. C'est bon? Merci Léo. Ringraziati Léo. Hein? E poi firmazan per Don Chisciotte. Abbiamo bisogno d'assai Don Chisciotte. Ringraziati assai. Buonasera a tutti, ringraziati a tutti.